Merci d'être encore en visioconférence pour ce conseil municipal. Évidemment, l'actualité nous y contraint encore une fois, mais on est toujours content de pouvoir continuer d'exercer notre travail local avec cet outil. Et je vais passer à l'appel en précisant que M. Kutos et M. Hatsé vont nous rejoindre ultérieurement, donc on pointera l'heure de leur arrivée. Alors, M. Albertosi. Présent. Madame Antonini. Présente. Monsieur Hatsé, qui donc va arriver ultérieurement. Madame Bellin. Présente. Monsieur Bernet est absent, a donné pouvoir à Didier Den. Monsieur Hatsé, là. Hein. Monsieur Hatsé est là, pardon, je ne vous avais pas vu. Donc, Monsieur Hatsé est présent. Très bien. Donc, Monsieur Bernet est donc absent, pouvoir à Didier Den. Monsieur Briandet. Monsieur Briandet. Que je ne vois pas et que je n'entends pas. François? Je crois qu'on a perdu. Il était pour là. Oui, présent. Merci. Madame Butan. Présente. Monsieur Den. Présent. Madame Grasset. Oui. Présente. Alors, Monsieur Kutos, je vais l'appeler parce que... Oui, présent, bonjour à tous. Voilà, voilà, très bien. Nickel, le temps d'introduire, ils étaient arrivés. Monsieur Michel. Présent, bonjour à tous. Madame Steed. Présente. Monsieur Trevelot. Monsieur Trevelot. Son micro est coupé, je pense, c'est pour cela. Oui. Monsieur Trevelot. Présent. Voilà, super. Et Madame Valère. Présente. Merci à tous. Donc, le secrétaire de séance sera Monsieur Trevelot. Oui. Vous avez tous reçu donc le compte rendu du précédent conseil municipal. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des observations particulières par rapport à ce compte rendu? Non. 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 Donc, je vous appelle à le voter, à l'approuver. Qui est contre? Alors, pour ce compte rendu, on va le faire de façon générale. Vous exprimez votre position. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens, j'étais pas là, Steph. Je viens de voter, ça me dérange pas, mais j'étais pas là ce jour-là. Parce que j'ai un problème technique, on n'a pas aimé beaucoup ce jour-là. Bon, ben, pour l'instant, en tout cas, donc tu confirmes ton abstention? Ben non, mais non, je peux pas voter, quoi. Si, tu penses que je peux voter ou pas du tout? Tu fais pas partie des gens qui, effectivement, étaient présents, mais te donnaient ton pouvoir. Donc, c'est la personne à qui tu as donné pouvoir qui peut... largement, je fais confiance à cette personne. Bon, ben voilà, donc tout va bien. Donc, approuvé. Merci. Donc, selon l'ordre du jour, je vous propose de passer à la présentation du compte de gestion du receveur municipal et je vais laisser la parole à M. Trevelot pour ce faire. Merci. Donc, vous savez que nous avons deux comptes au niveau de la commune, le compte de gestion et le compte administratif. Le compte de gestion, lui, est géré par le Trésor public, qui est notre mandataire, en fait. Comme je disais, le Trésor public, qui est notre comptable public, comment dirais-je, nous opère toutes les opérations d'entrée et de sortie de fonds pour le compte de la commune. Et donc, nous avons un compte de gestion à valider. Ce compte de gestion doit normalement, et le fait, coordonner exactement les mêmes comptes que celui de notre commune. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, ce sont les titres. On va prendre la section d'investissement, la première colonne en fait. Quand je prends les titres de recettes émis, ça correspond aux subventions, aux dotations, aux virements de la section fonctionnement pour 327 890,83. Quand on prend le compte des dépenses qui correspond en fait pour les investissements à tout ce qui est immobilisation corporelle, immobilisation en cours ou remboursement d'emprunt, nous sommes à 318 836,57. Un delta de 9054,26. Maintenant, pour la section fonctionnement,
nous avons 839 212,90 qui correspond, elle, aux impôts reçus, aux cessions d'actifs, redevances périscolaires, et ainsi de suite. Au niveau dépenses, ce sont toutes les charges de gestion de personnel, c'est-à-dire les maintenances des bâtiments, comment dirais-je, les charges de personnel, les fournitures, les carburants, bon, toutes les comptes de classe 6 pour ceux qui sont comptables, qui s'élèvent à 790 826 43, soit un delta de 42 410,47 qui correspond en fait à l'autofinancement de la commune. Donc, je vous demanderai de bien vouloir valider ce résultat, sachant qu'on ne peut pas le faire à main levée. Je vais demander à tous les membres du conseil municipal de voter. Donc, j'ai commencé par Monsieur Michel. Oui, S'il est pour, contre ou s'il s'abstient. Je vote pour. Monsieur Briandet. Je vote pour. Monsieur Den. Je vote pour. Madame Steed. Oui, je suis pour. Monsieur Cutos. Pour. Monsieur Hatzé. Pour. Madame Grasset. Pour. Madame Vaner. Pour. Madame Bellin. Pour. Monsieur Bernet. Ah ben non, Monsieur Bernet a des... Pour. Oui, c'est Monsieur Den qui a ça. Madame Antonini. Pour. Monsieur Albertosi. Oui, pour. Et Madame Butan. Pour. Madame Saville, s'il vous plaît. Pour. Voilà, je vous remercie de vos votes et je pense que ce compte de gestion est accepté. Votez l'unanimité. Voilà. Merci à tous. Donc, je ne sais pas si vous avez encore le partage d'écran ou pas. Non, c'est que le partage d'écran, d'accord. Parce que, en fait, quand je faisais en pleine page, je perdais la fenêtre de Teams. Donc, j'ai dû départager. Mais je vais repartager et vous quitter, puisque sur le compte administratif, je ne dois pas assister aux échanges. Voilà. Donc, pour ne pas perdre la fenêtre, je vais être contrainte de laisser en l'état. Et je vous quitte. Donc, je vous présente le compte administratif de la commune. Vous avez en recette, côté fonctionnement, bien sûr, 832 936,90. Ça représente les impôts, les cessions. Vous avez en dépenses tout ce qui est gestion courante, les salaires, 790 526,43. Donc, le résultat, quand on fait la soustraction, vous donne 42 410,47, sachant que nous avions un résultat antérieur de 426 217,70. Le résultat cumulé fait 468 628,17, comme vous pouvez le lire. Côté investissement, nous avons les subventions et dotations diverses en recettes qui s'élèvent à 327 890,83. Les dépenses qui sont les immobilisations, les acquisitions d'immobilisation, les remboursements d'emprunts, les immobilisations en cours pour 318 836,57, un delta de 9 054,26 et le report de l'exercice antérieur, le report de 2019 de 400 542,69, soit un résultat cumulé de 409 596,95. Ce que vous pouvez voir en bas, c'est le reste à réaliser au niveau investissement, puisque côté fonctionnement, il n'y en a pas. Donc de 271 131 439 et 89 357,09, soit un reste à reporter, à réaliser de 181 774,30. Ce sont les différences entre les crédits ouverts et les mandats émis, ou les crédits ouverts et les titres émis. D'accord. Ok. Sur le zoom suivant, vous avez les détails des investissements effectués sur 2020.
Stop, Daniel, il faut juste voter là, s'il te plaît, le CA. Ah, ok. Merci. Qui est d'accord pour... donc, je reprends. Monsieur Michel, Oui, je vote pour. Monsieur Briandet, Moi, je suis pas non plus censée intervenir, mais bon, c'est pas grave. Je vote pour. Monsieur Den, qui vote aussi pour Monsieur Bernet, Je vote pour. Madame Steed, Oui, pour. Monsieur Cutos, Pour. Monsieur Hatzé, Pour. Madame Grasset, Pour. Madame Vaner, Pour. Madame Bélin, Pour. Madame Antonini, Pour. Monsieur Albertosi Pour. et Madame Butan. Pour. Donc accepté. Je reviens parmi vous, parce que j'ai cru comprendre que le vote était terminé, donc il avait été approuvé, donc je vous en remercie. Merci. On passe au vote suivant. Donc on est sur l'affectation du résultat. Donc le résultat de l'exercice 2020 s'élevait à 42 410,47. Le résultat antérieur reporté de 426 217,70. Le total cumulé 468 628,17. Côté fonctionnement. L'investissement, résultat de l'exercice 2020, 9 054,26. Résultat antérieur reporté 400,542,69. Le total faisant 409 596,95. Le solde RAR des dépenses de 181 000 correspondent aux années précédentes. Donc, nous proposons l'affectation du résultat comme suit. 468 626,17 au compte 002, ce qui est le compte, disons, de fonctionnement, et 409 596,95 au compte 001, c'est les investissements. Donc, on peut passer au vote Vote. pour affecter ce résultat. L'affectation du résultat, je vais vous demander votre acceptation. Monsieur Michel, Oui, je vote pour. Monsieur Briandet, Pour. Monsieur Den, Je vote pour. Madame Steed, Pour. Monsieur Cutos, Pour. Monsieur Hatzé, Pour. Madame Grasset, Pour. Madame Vaner, Pour. Madame Bélin, Pour. Madame Antonini, Pour. Monsieur Albertosi, Oui, pour. Monsieur et Madame Butan, Pour. Madame Saville. Pour. Ok, moi étant pour. Je pense que Monsieur Den est pour, puisque Monsieur Bernet lui a laissé son Son droit de vote vote. pour les deux. Son vote Voilà. pour les deux. Il a toute Voilà. confiance en moi et je vote pour. Voilà. Donc l'affectation du résultat étant acceptée. Et voté à l'unanimité. Je vous remercie. Exactement. Donc, on est sûr. Maintenant, alors, on a la présentation du budget primitif qui va permettre d'aborder plusieurs points de contexte par rapport à notre budget de l'année à venir qui est déjà entamé. Et dans ce cadre, on va vous faire une petite présentation qui va inclure également le vote des taxes communales, puisqu'on vote le taxe communal avant de voter le budget. Mais on a des éléments de contexte qui vont comprendre des éléments budgétaires de l'année. Voilà, donc je vais laisser à nouveau la parole à Monsieur Trevelot pour ce faire. Merci. Oui, effectivement, au niveau de l'année 2021, on doit prendre en compte, disons, tout ce qui est effet de la crise sanitaire et le coût des protocoles qui y sont liés. Les impacts situation économique et sociale en France, c'est sur le territoire. Les potentiels
les effets de plan de relance de l'État et les éventuelles mesures, restrictions budgétaires pour les collectivités. Nos intentions, nous, c'est de réaliser, disons, au niveau du mandat dans notre commune, il faut s'adapter déjà d'une à l'accroissement de la population, de ses effectifs scolaires, puisque nous allons avoir plus de petits bonhommes, comme dirait l'autre. Et donc, il faut déjà mettre au point notre politique d'urbanisme et se projeter dans un schéma de mutualisation, sachant que on a demandé de la mutualisation au niveau de la CACP, hein, au niveau informatique et autres. Nos axes, généralement, nos axes, c'est d'agir pour l'enfance et la jeunesse, de voir l'évolution des équipements municipaux, de valoriser et préserver l'aménagement de la vie, le cadre de vie, et d'avoir un village qui s'engage et qui se rassemble. Donc, pour te compléter, Daniel, c'était dans le cadre des éléments du projet que nous avions établi ensemble et qui était exactement un peu à la connaissance du public et de la population lorsque nous avons l'année dernière été élus, et c'était une façon ici de finalement remettre un coup de projecteur sur les éléments qui vont consacrer une majeure partie de notre énergie dans les temps à venir. Voilà, ça permettrait de refaire une synthèse. Exactement. Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous allons parler de l'épargne brute. En fait, l'épargne brute, c'est l'analyse des recettes et des dépenses réelles au niveau du fonctionnement et non pas au niveau des investissements. Que je me fasse bien comprendre. Donc, on peut voir une stabilité à partir de 2017, 2018, 2019 et 2020, sachant que entre 2016 et 2017, nous avons une grosse chute. Celle-ci s'explique par le virement, comme je l'expliquais tout à l'heure, le virement entre la section de fonctionnement et la section investissement, suite liée aux différents travaux, comme l'enfouissement des réseaux, et une perte de recettes au niveau de la taxe des ordures ménagères. Mais comme vous pouvez voir, entre 2017, 2018, 2019 et 2020, nous restons stables à hauteur d'un peu plus de 40 000 euros. Donc c'est un lissage, disons, correct depuis 4 ans, sachant que la grosse perte, comme je vous le disais, constituait les travaux d'investissement pour la commune. C'était le gros des dépenses qui effectivement nécessitait que la section de fonctionnement abonde sur la section d'investissement. Exactement, oui. Sachant que nous ne pourrons pas faire l'inverse. Hein. On peut faire fonctionnement vers investissement, mais on ne peut pas faire investissement vers fonctionnement pour reverser, disons, les budgets. C'est ce qui exige que justement on ait une gestion assez assainie de nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir financer nos projets d'équipement et d'investissement sur le territoire. Et c'est ce qui a été possible grâce justement aux fonds dont on disposait en fonctionnement et qui ont pu être transférés sur cette section-là sans faire recours à l'emprunt. Exactement. De vivre de façon autonome. Sur le prochain slide, vous verrez l'évolution d'accroissement de la population. Non, c'est sur les strates. Probable. Vous avez là, en fait, les charges réelles de fonctionnement d'une année sur l'autre. Vous voyez donc 525 000, 760, 580, 526, dont les charges de personnel, les recettes, et ainsi de suite. Donc la capacité de désendettement, qui est en fait un rapport entre l'emprunt et les recettes réelles de la commune. Ça vous donne en capacité de désendettement en année 4,9, 4 ans, 7,3 et ainsi de suite. Alors en fait, la colonne de droite fait référence à la moyenne générale et on voit qu'on est assez en dessous. Ouais. Voilà, et qu'on est assez en dessous et que l'augmentation donc des charges est
assez lié quand même à l'augmentation de la masse salariale, puisque nous avons dû recruter, et ça on l'avait fait aussi, on l'avait passé en CM, on avait dû recruter des agents vacataires pour pouvoir subvenir à la nécessité de faire fonctionner l'école dans de bonnes conditions. Donc c'est ce qui a généré cette différence, et des dépenses d'équipement qui aussi ont été liées à des opérations d'investissement de gros travaux qui sont liées notamment aussi à l'enfouissement des réseaux. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément une gestion, on va dire, d'année en année qui est totalement stabilisée ou fixe systématiquement. On peut faire des opérations d'enfouissement qui vont se finir une année alors qu'elles ont commencé l'année précédente. Donc on les paye une fois que les travaux sont réalisés. Le service doit être fait pour pouvoir financer, pour pouvoir régler la facture. Donc des fois, au niveau des opérations dans le temps, ça se décale. Et donc là, d'une année où on n'a pas eu d'opération d'enfouissement à payer, eh bien on va tomber sur une année où on en a. Et effectivement, on est sur des montants bien plus conséquents. Et cette année, là on ne le voit pas encore, mais on peut le ressentir quand même, c'est qu'on a en 2020 financé les salaires de tous nos agents. Et vous pouvez bien comprendre que dans la mesure où les services n'ont pas fonctionné pendant une grande partie de l'année, nous n'avons pas eu de tarification, donc pas de recettes qui sont arrivées dans les caisses communales. Et qu'au-delà de ça, on a le château qui effectivement n'a pas pu être loué du tout par rapport aux restrictions sanitaires. Voilà, donc l'un dans l'autre, on a quand même réussi à gérer un budget en ayant moins de recettes et des dépenses identiques. Je pense que l'année 2020. Donc cette fois-ci, oui, c'est celle. Voilà, on passe à la slide sur les effectifs. Ouais, voilà. Donc voilà, comment dirais-je, le graphique d'accroissement de notre population. Donc, vous pouvez comme voir les constructions diffuses, les livraisons de lotissements du prieuré, l'ouverture d'une 4e classe qu'on demande, bien sûr, qui est due donc à l'évolution de la population. Donc 2017, 2018, 2019, 2020, nous avons de plus en plus d'élèves, et c'est très 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 bien. Et je pense que ça va continuer. C'est pour ça que nous avons l'idée d'agrandir l'école. De travailler sur un nouveau projet, ouais. Un nouveau projet scolaire en lien avec l'école. Il n'est pas encore trop bien défini, mais il va falloir effectivement qu'on fasse évoluer les bâtiments publics de façon générale avec les besoins de la commune. Exactement. Là, nous sommes sur les recettes fiscales. Donc, nous avons une réforme de la taxe d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation doit être supprimée. Doit être supprimée. Elle est supprimée uniquement sur les résidences principales. Ne pas oublier que cette taxe d'habitation sera toujours valable pour les résidences secondaires. Donc, au niveau des avis d'imposition, vous allez voir apparaître au niveau des pourcentages. Nous sommes à 10,14 et 10,13 pour la taxe foncière et la taxe d'habitation, mais on va intégrer au niveau de la taxe foncière la part du département, puisque le département va nous reverser normalement en compensation la perte de cette taxe d'habitation sur les propriétés principales. Donc, la taxe communale ne bougera pas, mais le pourcentage qui apparaîtra sur votre relevé sera, comme le montre le slide, sera plus de 10,14, mais de 27,32, puisque nous intégrons le pourcentage du département. Mais le montant ne changera pas, sachant que nous devrons revoter tout à l'heure pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je précise bien secondaires. Oui, c'est maintenant qu'on va voter, parce que c'est comme ça que l'ordre du jour l'a prévu. Et donc, effectivement, alors le montant, on ne sait pas s'il ne va pas augmenter ou pas, mais le taux, lui, ne va pas bouger. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas garantir que le montant local n'évolue pas, parce qu'il n'y a pas que ça qui intègre ce n'est pas que ça qui intègre.
Donc, on va pouvoir passer au vote des taux de taxes communales. Alors, en précisant qu'on vote sur le TFPB, donc taxe sur le foncier bâti, et sur le foncier non bâti. Donc, les taux que vous voyez ici sont de 27,32 et de 36,13. Donc, je vais appeler au vote par rapport à ces taux. Monsieur Albertosi. Pour. Madame Antonini. Pour. Monsieur Atsé. Pour. Madame Bellin. Madame Bellin. Pour. Pardon. Merci, Martin. Monsieur Briandet. Pour. Madame Butan. Pour. Monsieur Den. Pour. Madame Grasset. Pour. Monsieur Cutos. Monsieur Cutos. Alain. Monsieur Cutos, on ne t'entend pas? Mets le micro, Alain. Mets ton micro. Pour. Très bien. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Il a disparu. Excusez-moi. Pour. Madame Stide. Pour. Monsieur Trevelot. Pour. Madame Vaner. Pour. Très bien. Donc, les taux sur le TFPB et non bâti et non bâti, donc 27,32 et 36,13 sont votés. Et donc, il n'était pas nécessaire de voter sur la taxe d'habitation puisque, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui, effectivement, ne peut pas bouger et qui est en face d'être exonéré. Donc, il n'y a pas d'appel au vote à faire sur ce taux-là. Mais comme il y a encore une partie de population qui est encore assujettie, voilà, c'était pour information. On peut passer au budget primitif en tant que tel. Daniel? Oui, je suis là. Donc, je vous propose le budget primitif pour l'année en cours, 2021. Donc, vous avez les dépenses, les recettes, côté gauche, dépenses, côté droit, recettes. Les charges à caractère général, vous les connaissez, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. La masse salariale. Vous avez les subventions et participations qui doivent nous être que nous allons payer, et puis les intérêts de dette. Du côté recettes, évidemment, vous avez les produits des services, vous avez la fiscalité qui correspondent à tous les impôts, les dotations et participations diverses, les subventions versées, les autres produits de gestion courante qui peuvent nous être attribués. Et nous avons normalement une dépense de fonctionnement et en dépenses et en recettes à équilibre à 880 043,17. Maintenant, partie investissement, ce sont tous les gros travaux que nous avons à faire. Nous avons les entretiens, maintenance, des immobilisations, des dépôts, des remboursements en capital pour les emprunts. Et de l'autre côté, nous avons donc les subventions qui vont nous être versées pour un résultat global de 409 596. Et nous avons un total de dépenses d'investissement avec la reprise du reste à réaliser de 2020 d'un côté et la reprise de reste à réaliser côté recettes. Nous avons un équilibre à 608, 114. Non, Daniel, excuse-moi, parce que du coup, on a eu des chiffres tout frais par rapport notamment à la fiscalité aux dotations. Donc oui, attends, bouge pas, je vois à l'écran. 605. Non, alors en fonctionnement, on a 894 312,17 en équilibre et en dépenses à 630 083 06. Est-ce que c'est possible de le mettre en plein écran? Parce que là, c'est vraiment petit. Je pense que sur Facebook, ça risque de poser un souci au niveau de... Si je le fais, je vous perds. je le fais, mais du coup, je serai obligée après de départager pour vous retrouver. Sinon, je perds ma fenêtre. C'est juste pour de mettre la visibilité et après, du coup, les chiffres sont assez petits. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Hein? Je n'arrive pas à lire. Voilà. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui, on a un global de 630 083,06. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Ouais, effectivement, parce que moi, si j'ai les bonnes reprises, mais ouais, c'est au niveau de... Il y a des ajustements dernière minute avec les qui fait
on a toujours un prévisionnel et plus il peut être affiné, mieux c'est. Et donc là, effectivement, on est toujours un Effectivement, on avait un problème au niveau des recettes. en réactivité par rapport à ces éléments-là. Ouais. Donc c'est très bien, hein, parce que c'était pour mettre du plus par rapport au chiffre que tu as énoncé. Exactement, oui, on a 14 000. Oui, effectivement. Oui. Moi, je suis resté sur mon les recettes étaient un peu plus favorables que ce qu'on imaginait. Donc, sur ce qu'on imaginait, oui. Je vois qu'on a un peu plus de recettes que prévu. Exactement, oui. Oui, au niveau fiscalité, 359 000. Donc, en fait, comme vous pouvez le lire, le budget global de la commune s'élève à 1 524 395,23. Donc, au niveau fonctionnement, 894 312. Au niveau investissement, 630 083, dont les opérations d'équipement 2021, 345 000. Donc, par rapport à ces chiffres, nous n'avons pas besoin de faire recours à un emprunt et on n'a pas besoin de faire un virement d'excédent de la section fonctionnement vers la section investissement. Nos sections se suffisent à elles-mêmes. Exactement. Elles permettent de satisfaire le paiement des dépenses prévisionnelles. Exactement. Exactement. Voilà, disons, un gros camembert qui représente toutes les dépenses de fonctionnement. Vous avez les charges à caractère général, la masse salariale, les subventions, les intérêts de la dette, c'est infime, et les charges exceptionnelles et provisions, ce sont les plus petits parts de camembert en fait. Voilà. Donc la masse salariale, c'est normal, elle évolue. Vous avez toujours ce qu'on appelle, disons, les évolutions du SMIC. Vous avez aussi comment on appelle ça, moi j'appelle ça le TGV, mais c'est comment dirais-je, c'est le glissement vieillesse qui augmente d'office les masses salariales. Comme vous pouvez le lire, vous avez l'évolution du SMIC, les réformes statutaires qui demandent, et puis l'augmentation des habitants demande à notre commune d'avoir un peu plus de ressources humaines, rien qu'au niveau de l'école, par exemple, pour le périscolaire et ainsi de suite. Donc, comment dirais-je, cette évolution s'explique. C'est la marge d'ajustement qui est faite cette année. Et là, vous avez donc le petit camembert des dépenses d'investissement sur les gros travaux, les entretiens et maintenance, les autres émaux et mobilisations, les dépôts, les remboursements du capital de la dette. Et ça permet visuellement de se faire une autre idée du budget que lorsqu'elle est faite sous forme de tableau. Voilà. Oui, exactement, oui. C'est peut-être plus lisible en forme de camembert qu'en forme de chiffres. Et là, sur le dernier slide, vous avez, disons, les principaux projets d'investissement qui sont envisagés pour 2021. Donc, la refonte du site Internet, les achats de terrain, le mobilier de l'école, les tableaux numériques interactifs, la rénovation du conseil, de la salle. Les opérations qui étaient déjà engagées en 2000, comme on l'expliquait, sur les restes à réaliser, des actions engagées qui n'ont pas pu être payées puisqu'elles se sont finalisées dans le courant de l'année 2021 et on ne peut payer qu'une fois que le service est fait. Donc c'est pour ça que c'était des choses qui étaient déjà engagées et qui se clôturent finalement dans le courant de cette année. Et effectivement, de l'autre côté, des projets qui, eux, s'envisagent. Oui, comme la toiture de la crèche, la sécurisation de l'école, les accès, et ainsi de suite. Et qui, à chaque fois, font l'objet, on essaye d'avoir la culture de la recette. Donc, quand on a une dépense, dès qu'elle peut rentrer dans l'éligibilité d'une subvention quelconque, évidemment, on l'étudie et on essaye, on la demande. Et puis, si on l'a, effectivement, la réalisation peut être programmée
Mais on préfère attendre d'avoir le retour d'informations sur la subvention pour engager vraiment les travaux. Voilà. Des fois, il y a des travaux qui effectivement nécessitent d'être réalisés. Hein. On peut pas se défausser par rapport à la nécessité d'entretenir nos bâtiments publics, ceux qui font partie de notre patrimoine. Donc, on avance, évidemment. On ne laisse pas les choses dégrader, même si on n'a pas la subvention, mais on fait feu de tout bois. Donc, dès que c'est possible de le faire, on demande le soutien de financeurs potentiels qui sont présents dans le paysage. Donc, on va pouvoir appeler sur le budget. Je vais départager mon écran, ce sera plus simple. Voilà. Donc, Monsieur Albertosi. Pour. Madame Antonini. Pour. Monsieur Atsé. Pour. Madame Bellin. Pour. Monsieur Briandet. Pour. Madame Butin. Pour. Monsieur Den. Pour. Madame Grasset. Pour. Monsieur Cutos. Pour. Monsieur Michel. Pour. Pour. Madame Steele. Je suis pour. Monsieur Trevelot. Pour. Madame Banner. Pour. Très bien. Votez l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point suivant qui est le lancement de la révision du PLU. Je vais laisser la parole à Monsieur Briandet. Donc, par rapport à la révision du plan local d'urbanisme, en fait, on est sous l'effet d'un plan local d'urbanisme qui a été défini au départ en 2005, donc il y a 17 ans maintenant, qui donc a été révisé en 2012, modifié en 2012 et en 2015, mais dont les fondamentaux restent ceux qui ont été définis en 2005. Et donc, 17 ans ayant passé depuis, ils ne sont plus forcément adaptés, d'où l'idée de devoir mettre à jour notre PLU. Donc, différentes options s'offraient à nous. Une modification simplifiée, ce qui avait été fait déjà en 2012 et en 2015, mais qui touche simplement à des variables d'ajustement comme l'emprise au sol ou des choses très minimes. Et là, on pense qu'il est nécessaire de faire une révision un peu plus complète et de surtout disposer d'un document d'urbanisme qui soit à jour, d'où l'idée de faire une révision. Alors une révision, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, hein. Ça correspond à refaire un nouveau PLU quasiment. Alors évidemment, on ne va pas oublier tout ce qu'il y avait avant, mais c'est un travail qui va être assez lourd, qui va être long, donc il va prendre autour de 36 mois maintenant, on a un calendrier, et qui va être fortement soutenu par la CACP. Donc en termes de coûts, on peut évaluer ça à environ 80 000 €, mais la majorité des coûts va être pris en charge par la CACP. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique pour nous, puisque nous, on aura à financer simplement des éléments comme l'enquête publique ou les affichages légaux, des choses comme ça. Donc des choses qui sont des coûts relativement minimes par rapport au coût global de la révision du PLU. Alors pourquoi est-ce qu'on veut réviser le PLU? C'est l'objet de ce vote. C'est donc pour disposer d'un document d'urbanisme qui prenne en compte les nouveaux éléments réglementaires. Hein. Donc il y a eu différentes lois qui touchent l'urbanisme. La loi Allure en 2015, la loi Elan en 2018. Donc il faut que nos documents reprennent en compte ces différentes modifications législatives et réglementaires. On a aussi la volonté d'adapter le plan de zonage pour prendre en compte les évolutions de la commune, donc éventuellement ajuster le plan de zonage par rapport à certaines choses pour, par exemple, renforcer la possibilité de créer des équipements publics. Hein. On parlait tout à l'heure dans la partie budget sur la nécessité de faire évoluer l'école. Donc oui. Le projet n'est pas encore finalisé, mais on peut penser qu'on a besoin éventuellement de créer une nouvelle école et donc de trouver un emplacement et de définir un zonage qui permette la définition de l'emplacement de cette nouvelle école, par exemple, mais aussi de sanctuariser
les espaces à protéger, hein, puisque notre village est placé sous le régime d'un site patrimonial remarquable, donc on ne veut pas abandonner cette protection, son classement, mais il faut donc unifier le PLU avec le règlement de SPR pour être sûr qu'on a un document qui est cohérent, puisque dans un cas, le SPR a été adopté en 2017 et le PLU, lui, date de 2005, donc il y a vraiment des incohérences parfois entre les deux. Donc là aussi, il faut unifier les deux et conserver la protection de notre patrimoine. Et puis s'assurer qu'on conserve l'équilibre entre les espaces urbains, les espaces agricoles pour préserver le cadre de vie de tout le monde. Il y a aussi des choses à faire, par exemple, par rapport au lotissement, ou les lotissements des villas qui ont des règlements qui ne sont pas à jour non plus, puisque c'était des zones à urbaniser, alors que maintenant elles sont urbanisées. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qu'il faut mettre à jour. C'est pour ça qu'on sollicite cette modification du PLU. Dernier point par rapport à ça aussi, on nous pose souvent la question aussi par rapport au SPR, donc il y a des choses à voir aussi en collaboration avec différents services dans la révision du PLU. Donc il y aura à la fois la consultation des habitants et l'information des habitants tout au long du process, évidemment, hein, c'est pas quelque chose qu'on va faire en chambre. Par contre, on a une contrainte qui est assez forte, c'est que comme on est en cadre SPR, on dépend de l'ABF. Donc l'avis de l'ABF est souverain, et on devra aussi négocier à un moment avec l'ABF par rapport aux différentes conditions, puisque l'avis de l'ABF est souverain et s'applique, dans le cadre d'un SPR, s'applique à toutes les décisions d'urbanisme. Donc pour être sûr qu'on puisse avoir des conditions qui satisfassent le plus grand nombre, tout en préservant notre patrimoine, il faudra aussi dans ce contexte négocier avec l'ABF et avec d'autres services, hein, parce que il y aura les services de l'État qui vont être impliqués à un certain moment, éventuellement des associations de préservation du patrimoine. Donc c'est tout un processus qu'on va devoir gérer. Voilà. Donc on va passer au vote, peut-être, Stéphanie ? Effectivement. Donc, Monsieur Albertosi. Je suis pour. Madame Antonini. Pour. Monsieur Atsé. Pour. Madame Bellin. Pour. Monsieur Briandet. Pour. Madame Butan. Pour. Monsieur Den. Pour. Madame Grasset. Pour. Monsieur Cutos. Pour. Monsieur Michel. Je suis pour. Madame Steele. Oui, pour. Monsieur Trevelot. Vous êtes... Le micro est coupé. Monsieur Trevelot. Non, là, tu as partagé ton écran, je crois. Il faut départager. Tu m'entends? Ouais. Oui, on t'entend, mais il faut départager ton écran en appuyant sur le petit rectangle à côté de quitter avec la croix à l'intérieur. Non, c'est bon. Il est départagé, hein, pour nous, hein, donc c'est bon. C'est bon. Pour moi, c'est pour. Pour moi, il n'est pas départagé. Non, mais nous, on le voit, c'est bon. D'accord. Madame Valère. Pour. Très bien. Votez l'unanimité, je vous remercie. Donc, c'est un travail qui va être assez intense, effectivement, assez long. Mais je sais pouvoir compter sur chacun de vous et j'espère qu'on puisse aboutir à un règlement qui soit en phase avec nos convictions, nos valeurs, mais aussi avec l'évolution du village. Donc, on passe aux subventions communales. Donc, on a expliqué lors du budget, de sa présentation et de son vote, qu'il y avait une partie du budget qui était allouée à des subventions. Donc, il y a des subventions qu'il nous faut voter et qui permettent un petit peu de faire le point sur les soutiens et les supports que la commune offre à ses partenaires. Donc, parmi ceux-ci, nous avons le CCS, qui est plus qu'un partenaire, puisque c'est une entité, une collectivité territoriale très fortement liée à notre collectivité municipale.
et pour laquelle depuis plusieurs années, il y a déjà une subvention qui est versée à hauteur de 5 000 €, qui vous est proposé de la maintenir à ce montant. Le CCS, effectivement, a quand même grande vocation dans ces moments à œuvrer auprès des habitants, à ne pas pouvoir forcément monter d'actions telles que c'était le cas auparavant, avec notamment des repas pour les seniors ou ce genre de choses, mais il s'adapte, il s'ajuste et il gagne à rencontrer les habitants, à être auprès d'eux, à se soucier justement de la façon dont ils peuvent être vaccinés pour ce qui est de nos seniors ou des personnes vulnérables, ou à rester en contact en tout cas avec les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et puis ça permet, le cas échéant, aussi de soutenir des boisements-montés qui seraient en position assez difficile. Donc je pense que cette subvention est tout à fait un point nommé. Nous avons également un soutien auprès de la coopération du collège Frania Azenbach à Verlan, qui est le collège de Menucourt, à hauteur de 250 €. Nous avons également un soutien auprès de l'amicale des agents territoriaux de la région de Pontoise, donc c'est ce qui permet à nos agents de bénéficier d'une forme de CE, voilà, à hauteur de 2 184 €. Nous avons également un soutien pour la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, qui est un soutien assez historique à hauteur de 150 €. Et également, pour le même ordre d'idée, pour l'UNC, l'Union nationale des combattants, à hauteur de 150 €. Voilà, donc des sommes, on va dire modestes, mais qui permettent de marquer quand même le soutien de la commune à ces dispositifs, à ces associations locales qui œuvrent pour les habitants et une partie de ceux-ci. Et enfin, une dotation pour le comité des fêtes à hauteur de 1 000 € pour soutenir là également l'animation locale de notre village, même si, encore une fois, comme pour le CCS, ce n'est pas aussi dynamique ou festif que l'on pourrait le souhaiter, mais on s'adapte là encore et le comité des fêtes a pu en 2020 essayer de, à travers les différentes brèches entre les confinements, se faufiler pour proposer aux habitants une question qui était le vide-grenier et qui avait assez bien fonctionné. Voilà, donc en 2021, un autre défi se pose de pouvoir encore proposer des actions qui seront compatibles avec la situation sanitaire et qui pour autant voilà, gagnent à être réalisées sur le village. Voilà, donc je vous ai fait la liste des soutiens des subventions communales à voter. Donc j'en appelle au vote. Monsieur Albertosi. Pour. Madame Antonini. Pour. Monsieur Hatsé. Pour. Madame Bellin. Pour. Monsieur Briandet. Pour. Madame Butin. Pour. Monsieur Den. Pour. Madame Grasset. Pour. Monsieur Cutos. Pour. Monsieur Michel. Pour. Madame Stide. Pour. Monsieur Trevelot. Pour. Madame Vaner. Pour. Très bien, voté à l'unanimité, je vous en remercie. En questions diverses, je voulais me permettre de passer la parole très rapidement à Monsieur Michel, puisque, comme vous le savez, les annonces gouvernementales ont un impact partout, mais aussi chez nous, et notamment sur notre école. C'est vrai que lors de la première occasion, notre école avait été fermée avec un système d'accueil qui avait été fait sur la ville de Vauréal. Les choses, cette fois-ci, changent un peu, puisque le nombre de publics prioritaires dont les enfants doivent être accueillis a sensiblement ou majoritairement augmenté. Donc, nous avons dû caler une organisation assez rapidement. Et puis, je vais laisser Monsieur Michel en parler. Voilà, vous la présenter. Merci Stéphanie. Déjà, je voulais vous remercier, Daniel et toi, pour cette présentation du budget qui, moi, je trouve, a été très accessible. Et donc, du coup, visuellement, on ne s'y perd pas dans ces chiffres. C'est jamais un exercice facile. Ensuite, comme tu as commencé à le dire, on a donc eu des annonces du gouvernement jeudi sur la fermeture des écoles. On pensait que l'école de Boisemont allait être fermée au même titre que lors du premier confinement. Et il s'avère qu'au regard des besoins des parents prioritaires, il serait nécessaire d'ouvrir un pôle qui comporterait 2 classes. Donc la décision a été prise par l'inspecteur académique d'ouvrir une classe de maternelle avec un maximum d'effectifs de 10 et d'ouvrir une classe élémentaire avec un maximum de 15. Pour ce qui en est de l'accueil périscolaire que l'on peut réaliser, bien évidemment au niveau des effectifs, on va tourner à peu près à 50% de présence puisque nous avons du personnel qui va devoir s'absenter pour regard d'enfants et il a été pris comme décision, étant donné les faibles effectifs que l'on va avoir sur l'école, de ne pas maintenir l'accueil périscolaire du matin, de ne pas faire de restauration scolaire. Ce sont les enfants qui emmèneront
leur panier repas froid pour le midi. Et enfin, le soir, de maintenir un accueil périscolaire jusqu'à 18h. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques petites questions, mais l'objet était de faire le point assez rapidement sur les premières infos, les premières décisions que nous avions dû prendre hier soir. Hein, c'est tout frais. Voilà, on sait jeudi qu'il y a fermeture. Vendredi, on a à peu près le cadre légal et le cadre que l'on a sur la commune. Et donc, le soir même, il faut prendre des décisions pour que mardi, on puisse accueillir les enfants prioritaires. Monsieur Albertosi. Oui, merci Philippe pour c'est super qu'on puisse conserver l'école ouverte au maximum pour accueillir les enfants des gens prioritaires. Tu veux nous rappeler le calendrier, parce que avec les vacances qui s'allongent, les jours qui raccourcissent et autres, je sais plus très bien. Donc cette ouverture d'école, elle sera de quand à quand? C'est jusqu'à quand? C'est cette semaine qui arrive ou c'est plus? C'est difficile de parler de calendrier aujourd'hui, hein, de se projeter à plus de 3-4 semaines. Je ne serais pas... Bon, enfin, il y a quand même un petit modèle qui est mis en place. Là, on parle du 6 au 9 pour l'accueil des enfants, donc c'est vraiment la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir les 2 semaines de vacances scolaires qui, comme vous l'avez entendu à la télé, sont avancées. Et la dernière semaine, initialement prévue de vacances scolaires, la dernière semaine d'avril, il devrait y avoir un retour à l'école pour l'école de Boisemont. Maintenant, wait and see, comme on dirait. On attend de voir. Si jamais ça doit se prolonger, on gardera, s'il n'y a pas eu de modification des règles du jeu en cours de route, on garderait ce profil de ces 3 prochains jours. Mais voilà, on en sait tellement peu qu'aujourd'hui, je ne peux pas projeter plus. Je sais que la dernière semaine d'avril, il y aura école si le contexte sanitaire le permet. Par contre, pour les collégiens, c'est autre chose. Hein. Je pense que ça reste en distanciel. En distanciel. Ils seront en distanciel avec un retour demi-jauge la semaine d'après, logiquement. Effectivement. Merci Philippe. Je t'en prie. Monsieur Den. Philippe, 10 et 15, c'est le maximum. Ça sera plein ou pas plein? Il y aura 10 en maternelle et 15 en primaire ou pas? 10 et 15, ce sont des jauges qui sont données par l'Éducation nationale. On va pas pouvoir dépasser ces quotas-là. Désolé. D'accord. Mais on est à peu près sur... ça va varier encore. On est encore dans l'étude. Donc vous imaginez, vendredi soir, il y a eu un premier sondage des parents, mais ça va s'affiner encore parce que il faut que tout ça se mette en place. On serait à peu près sur 5 élèves accueillis au maternel, sur une capacité de 10. 5 prioritaires, hein, je parle vraiment des prioritaires. Et puis, on serait sur 10 pour une capacité de 15 en élémentaire. Donc, on a de quoi encore, au cas où on a notre petite marge pour pouvoir accueillir d'autres parents qui seraient prioritaires et que l'on n'aurait pas identifiés. Madame Steele. Oui, juste pour le contexte, Philippe, est-ce que tu peux rappeler quels sont les publics qu'on désigne prioritaires de façon à ce qu'il n'y ait pas une ruée sur ce nombre de places et qu'il n'y ait pas une incompréhension de la part des familles? Alors, la directrice, non, je ne peux pas tout de suite parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, mais la directrice a envoyé hier soir un courrier à toutes les familles qui incluait la demande j'ai perdu le terme de présence en fait, qui allait préciser que leur enfant était prioritaire et allait être présent, et qui recadrait la liste des parents prioritaires. Donc tous les parents de l'école de Boisemont ont eu cette liste, et cette attestation, voilà, c'est l'attestation sur l'honneur à remplir. Alors, si de face, parce qu'elle est assez longue, hein. Donc, parce que là, moi, je l'ai sous les yeux, c'est vrai que ça va être un petit peu fastidieux, mais globalement, c'est beaucoup de personnel soignant. Mais y compris une insertion assez large, hein, parce que biologiste, chirurgien dentiste, médecin, masseur, pharmacien, sage-femme, libéraux, tout ce qui est filière dépistage, tous les professionnels de dépistage qui font le contact tracing notamment, qui appellent tous ceux qui sont en lien avec un cas positif et qui font la vaccination également, tous les agents des services de l'État qui sont chargés de la gestion de la crise, au sein des préfectures, des ARS, des administrations, tous des professionnels d'EHPAD,
tous ceux de l'aide sociale à l'enfance aussi, la protection maternelle et infantile, donc des professionnels des départements, des conseils départementaux, tous ceux qui font la gestion de maisons et d'enfants à caractère social, donc les foyers, les AEMO, les assistances éducatives en milieu ouvert, les travailleuses familiales, TISF, et au niveau scolaire, tous les enseignants et professionnels d'établissements scolaires. Ils sont concernés également, et les forces de sécurité également, pour pouvoir effectivement garantir la sécurité de nos territoires. Voilà, de façon assez synthétique. Il y a d'autres questions? Non. Alors, avant de te redonner la parole, Stéphanie, je voulais juste réaffirmer les propos qui ont été tenus lors de la présentation du budget. On a quand même une population qui est en forte augmentation, il ne faut pas l'oublier. On était pendant de nombreuses années à osciller entre 740 et 760 habitants. Aujourd'hui, on a eu un recensement en février 2020 qui est à 855. On n'a pas tous les habitants de Boisemont. Il y a eu beaucoup de déménagements avec des couples retraités qui sont partis, qui ont quitté la région, remplacés par des couples avec des enfants. On a encore de nombreux logements diffus qui sont encore en construction et bientôt en livraison. Donc on a une population qui a vraiment augmenté et qui, je pense, va pas tarder à arriver à un petit peu moins de 900. Pour ce qui est des effectifs de l'école, c'est une école qui a une capacité d'environ 70 enfants. Donc on arrive à travailler à 104 très difficilement, il faut le savoir. La circulation autour de l'école est très compliquée. C'est un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on essaie de trouver des solutions, mais sans dégrader le côté caractère rural, village, qui nous tient à cœur. Mais voilà, quand on a 104 enfants au lieu de 70, ça a forcément un impact important sur les locaux. Et même si on a une augmentation, donc on a eu une classe supplémentaire ces dernières années, on est passé de 3 à 4 classes. Aujourd'hui, on est en risque d'ouverture d'une 5e classe. Et un risque sérieux d'ailleurs. Alors on pourra y faire face parce que l'agglomération de Cergy a bien voulu nous laisser les 2 Algeco encore en location pendant 2 ans, mais il faut que l'on ait une vraie réflexion sur les effectifs de l'école et sur cette école. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc c'est ce qui va se lancer effectivement également dans les prochains mois en parallèle de tous les projets que l'on va souhaiter mener et qu'on va enfin, je dirais, quelque part mener après ces mois d'incertitude, et on va pouvoir être dans une année un peu plus constructive, voilà, par rapport à ce qu'on souhaite engager. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Si tout est OK, je lève la séance à 10h34 et vous remercie beaucoup. Vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bon week-end de Pâques. Au revoir. Merci.